BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la terminerons avec nos chroniqueurs Benaouda Abdelhaim, notre globetrotter, Alexandra Paget, notre bibliothécaire. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Et puis le grand animateur de la rubrique livre aussi dans Alternative économique. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et critique aussi à la Société d'économie politique. On démarre avec votre choix. Tiens, Christian Chavagneux, le livre de Marion von Rettergem, Le piège Nord Stream, aux éditions Les Arènes. Assez fascinant, c'est une journaliste qui est spécialiste de l'Allemagne, elle a fait une biographie d'Angela Merkel qui avait été un peu remarquée, et là elle pose une question intéressante, mais comment l'Allemagne a-t-elle fait pour se retrouver autant sous la dépendance du gaz russe? Donc il y a deux parties, en fait, une partie sur qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Russie et une autre sur qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Russie? Là elle nous dit quand même que ça fait 20 ans que Poutine place ses hommes partout autour de Gazprom et de la gouvernance du gaz russe, et qu'il y a une vraie volonté depuis très longtemps de guerre économique de mettre l'Allemagne sous dépendance du gaz russe. Nord Stream 1 est construit, Nord Stream 2, quelques mois après que Nord Stream 2 soit terminé, Poutine envahit l'Ukraine. Il était persuadé que cette fois, avec les deux pipelines qui allaient vers l'Allemagne, il avait complètement coincé l'Allemagne et donc l'économie européenne, et que les Européens ne pourraient pas réagir. Voilà. Erreur géopolitique qui est faite aussi quand on passe du côté allemand. Donc là, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur personnel. Gerhard Schröder, l'ancien chancelier social-démocrate, qui est très proche de la Russie, très proche de Poutine, et à peine il perd le pouvoir, il va prendre énormément d'argent du côté de Gazprom. Cupidité personnelle qui fait qu'il est là pour amasser de l'argent. Petite parenthèse, François Fillon chez nous, on ferme la parenthèse, c'est pas le sujet c'est plutôt l'Allemagne. C'est mentionné, mais le sujet c'est plutôt l'Allemagne. Grosse erreur géopolitique des Allemands qui pensent que, vous savez, Montesquieu, la théorie du doux commerce, quand on échange avec des gens qui peuvent être un peu violents, ça va les calmer parce que comme on est tous interdépendants, grosse erreur. Erreur géopolitique. Deuxième erreur géopolitique, de croire que l'Allemagne est une puissance de statu quo. Jamais ils iront essayer d'entrer dans des territoires pour s'approprier des territoires. Juste une puissance de statu quo. Encore perdu. Et enfin, dernière explication côté allemand, une sorte de mercantilisme froid, c'est-à-dire que nous, on est une économie qui doit exporter beaucoup, qui doit importer peu, et comme on veut importer peu, le gaz russe est le moins cher, donc on prend le gaz le moins cher, point barre, et tant pis si on devient ultra dépendant du gaz russe. Toutes ces explications se rajoutent à toutes ces explications un petit fil rouge assez passionnant. Vous savez, peut-être vous vous rappelez qu'en septembre 2022, il y a des tuyaux de Nord Stream qui ont explosé. La question, c'est qui a fait exploser ces tuyaux? Et donc là, l'autrice nous dit, passe en revue à peu près toutes les explications qui ont été données. Alors, c'est les Américains, c'est les Allemands, c'est les Ukrainiens, c'est les Russes. Passe toutes les explications en nous disant, bon, ça c'est complètement farfelu, ça c'est crédible, mais j'y crois pas. Et à la fin, elle nous dit, moi je pense que j'ai l'explication, savoir qui a fait sauter les pipelines, l'explication juridico-économique. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais elle tient la route, et je laisserai ceux qui nous écoutent aller le découvrir. Voilà. Jean-Marc Daniel. Écoutez, c'est un livre, j'ai pas lu exactement la même chose que Christian, et pourtant c'est un livre que j'ai trouvé très bon. D'abord, il y a deux livres, il vient de le dire. Il y a l'enquête sur le sabotage, l'explosion du pipeline, qui est d'ailleurs en italique. Au début de chaque chapitre, il y a la partie, et puis il y a l'autre livre à côté, qui est l'histoire de Poutine. Et c'est pas tellement, d'ailleurs, alors effectivement, elle parle de l'Allemagne, elle parle de la corruption, elle parle de la faiblesse de Schröder, mais il n'y a pas que lui. Alors, il a parlé de Fillon, mais elle explique aussi que Mélenchon et Marine Le Pen sont directement impliqués dans des liens assez vénéneux avec Poutine. Derrière ça, elle explique assez bien que il y a deux enjeux chez Poutine. Il y a une espèce de clan issu de Saint-Pétersbourg, Leningrad. Donc c'est un clan quasiment mafieux dans lequel il y avait Prigojine. Tous ces gens-là, en fait, s'identifient à cette ville et ils ont une espèce de fascination pour l'histoire de cette ville. Et derrière cette ville, c'est la grandeur impériale de la Russie. Et donc il y a une espèce de dimension là qui est une dimension moins mafieuse et plus à la fois inquiétante et plus noble d'une certaine façon, parce qu'il veut la gloire de son pays et il veut reconquérir l'Ukraine, il veut reconquérir la Géorgie, il veut reconquérir... Donc
elle explique assez bien qu'il y a chez Poutine un mélange de mafieux et d'allumés, d'illuminés. Il y a des passages où elle l'écrit comme un personnage totalement habité. Et j'ai trouvé ce portrait de Poutine passionnant. Les autres sont assez secondaires, c'est-à-dire le Schröder, elle décrit notamment le fait que le soir de la soirée électorale, il arrive ivre sur les plateaux. Enfin, le personnage est décrit vraiment de façon extrêmement négative et peu sympathique. À part Poutine, personne véritablement n'émerge de ce livre. Et donc je trouve qu'il y a effectivement deux choses dans ce livre. Une analyse psychologique de Poutine et une enquête policière. L'enquête policière, c'est en italique. L'analyse de Poutine, c'est deux ou trois chapitres, mais le chapitre sur Saint-Pétersbourg est passionnant. Ce que je remarque quand même, c'est quand vous aimez tous les deux un livre, mais pas pour les mêmes raisons, c'est que c'est en général un assez bon signe de la qualité. Oui, je crois que fondamentalement, on peut se mettre d'accord, on recommande ce livre. Exactement. Mais en même temps, le côté, ce qu'a dit Christian est passionnant sur la vision des Allemands, de dire qu'on peut totalement dissocier l'économie, le business, de la géopolitique, et quoi qu'il arrive, ils nous livreront toujours du gaz. Oui, mais c'est assez banal. En fait, je veux dire, oui, donc elle dit bien, il se réfère à le doux commerce, tout ça. Bon, elle parle de Willy Brandt, qui avait effectivement considéré que le commerce était un élément clé de l'os politique. Bon, mais je trouve que le portrait de Poutine, ce mélange de mafieux et d'illuminés, est quelque chose d'assez intéressant. Alors messieurs, j'ai hâte de vous entendre sur le livre suivant, qui est un ovni. Alors attendez, on va préciser, c'est le livre de Jean-Hervé Lorenzi et Alain Villemeur. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, qui publie donc avec Alain Villemeur chez Economica, donc éditeur d'économie dure, hein, on va le dire, un ouvrage qui s'appelle Global Theory of Growth and Distribution. Et donc, c'est un ouvrage dans lequel il dit, voilà, la formule magique en fait de la répartition entre les salaires et les profits. C'est ça. Voilà. Exactement, oui. Alors, c'est le retour de notre ami Jean-Hervé Lorenzi vers la théorie économique dure. Théorie économique dure, ça suppose deux choses. On s'exprime en anglais. Oui. On ne peut pas faire de l'économie. Et en équation. Et en équation. Des équations qui sont... Alors, je rassure l'auditeur téléspectateur, c'est assez impressionnant, mais ça reste des équations assez élémentaires. En fait, c'est un peu des équations comptables. Il n'y a pas besoin, j'allais dire, de sortir de Polytechnique pour comprendre. Mais je suis sorti il y a longtemps, donc j'ai quand même compris. Et donc, alors l'idée quand même de base dans tout ça, c'est de partir de Ricardo. Il part du prologue du livre de Ricardo. Ricardo, il dit que le véritable enjeu de la réflexion économique, c'est le partage entre les salaires, les profits et les rentes. Et donc, là, le livre va se concentrer, non pas sur les rentes, d'ailleurs, il évacue, il dit, voilà, la grande erreur des néoclassiques, c'est d'avoir considéré qu'il fallait interpréter les salaires de façon microéconomique en disant que le salaire est égal à la productivité marginale du travail. Il faut de nouveau analyser la situation en termes de partage entre les salaires et les profits. Alors après, donc, il développe son raisonnement avec quelques équations, oui, et donc il y a un alpha qui est le terme magique qui correspond au partage entre les salaires et les profits, et à la suite de quelques calculs, ils arrivent, les deux auteurs, à la conclusion que alpha, qui est la part des profits, doit être égal à 1/3. Et puis ensuite, ils confrontent leurs résultats à la réalité historique. Donc ils disent, voilà, aux États-Unis, tant que c'était 1/3, ça a bien marché. Depuis l'année 2000, c'est plus 1/3, ça va pas. Au Japon, il y a un excès de profit. On est monté à 37%, 40%, donc ça va pas. Et donc à la fin, ils disent, voilà, c'est la formule magique. 1/3 pour les profits, 2/3 pour les salaires. Pour les salaires. Alors, bon, on pourrait faire des critiques à ce qu'est devenu la rente. Quand même, chez Ricardo, il y a le fait que les salaires sont forcément tous à peu près les mêmes parce qu'il n'y a pas de qualité de travail. C'est du travail très très élémentaire. Là, il ne se pose pas ce genre de questions. C'était justement l'apport des néoclassiques. Au départ, quand ils disent, voilà, ils font des hypothèses sur des anticipations. Alors, ils introduisent ce qu'on appelle les néo-ricardiens, les gens comme Barrault et comme Lucas. Ils introduisent des anticipations sur la demande, sur l'investissement, des visions assez simples de ce que peuvent être les anticipations. Et donc, c'est à la fois séduisant, stimulant sur le plan intellectuel, pas totalement convaincant, même si à la fin, finalement, le 2/3, 1/3, ce qui montre assez bien, c'est que historiquement, c'est pas totalement absurde. Et puis alors, surtout, c'est une façon de dire, il faut pas qu'il y ait trop de profit. Donc Jean-Hervé Lorenzi, sa légitimité de gauche, il est resté de gauche. Allez, j'ai hâte d'entendre Christian Chavagneux. Non, mais c'est vraiment un livre assez bizarre, c'est vrai, tout petit. Bon, c'est quand même pas un livre grand public, hein. En anglais, même si les équations sont simples, c'est quand même plein d'équations. Et puis c'est quand même un niveau
niveau de discours très très théorique. Donc c'est pour ça que je voulais vous le lisiez un peu pour nous. C'est pas pour le grand public. Ouais. Alors, c'est pas, sur le plan de la méthode, c'est pas tout à fait ce qu'a décrit Jean-Marc en fait, parce qu'on commence par un chapitre empirique. Bon, évidemment, Ricardo s'intéresse à la répartition. Nous, on est des néo-ricardiens, donc on s'intéresse à la répartition. Ok. Mais on commence par un chapitre empirique sur plusieurs décennies. On regarde le poids des profits dans l'économie. On s'aperçoit qu'en moyenne, et bon, en moyenne, en même temps, il y a un beau graphe qui montre que la distribution autour de la moyenne est quand même assez large. Donc le raisonnement en moyenne, bon, moyen. Effectivement, en moyenne, c'est autour d'un tiers. Et que le petit modèle qui va être derrière, ça vient en quelque sorte, c'est un travail d'économiste typique, vérifier que ce qu'on constate dans la réalité, c'est possible en théorie. Eh bien oui, c'est possible en théorie, regardez, on arrive à vous le démontrer. Et là, on s'aperçoit, le petit modèle nous dit quoi? Que quand c'est autour d'un tiers, ça va à peu près. Et quand ça passe au-dessus d'un tiers, c'est pas bon pour la croissance, c'est pas bon pour l'emploi. Quand c'est en dessous, c'est plutôt bon. Donc, et puis après, donc on revient de nouveau avec un chapitre empirique qui dit maintenant qu'on a notre petit modèle, on va l'appliquer. Et comme l'a bien expliqué Jean-Marc, et ben voilà, quand on est autour d'un tiers, ça marche bien. Ricardo, oui, ils auraient pu peut-être s'inspirer un petit peu plus d'Adam Smith, dans La richesse des nations, qui nous dit les chefs d'entreprise se plaignent beaucoup du haut coût des salaires, mais le haut coût des profits, c'est aussi important pour la compétitivité. Donc regardez donc les profits plutôt que les salaires. Ils citent un petit peu Smith, mais je trouve qu'ils auraient pu le citer de manière plus large. Alors à la fin, il y a la proposition que Jean-Marc n'a pas mentionnée, consiste à dire quand les profits sont trop, il faut taxer les surprofits. Oui. Donc évidemment, c'est une proposition tout à fait intéressante. On arrive à définir les surprofits, on arrive à les taxer. Peut-être qu'un petit livre un peu plus général, sans équation, sans anglais, et puis avec un niveau moins théorique, pourrait peut-être séduire un plus grand lectorat. Parfait, Non, ça m'intéressait beaucoup d'avoir votre avis sur ce livre. Merci à tous les deux. Allez, on retrouve notre bibliothécaire Alexandra Paget qui nous parle aujourd'hui de travail, d'éducation. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour, rédactrice à BFM Business. On s'intéresse cette semaine, Alexandra, au livre de Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, Olivier Galland, André Zilberberg, La machine à trier, un livre qui a fait date en France. Effectivement, les auteurs de ce livre sont tous économistes, tous professeurs dans de vénérables institutions, l'IX, l'IEP de Paris, la Sorbonne, le CNRS. Tous font partie de cette élite française et européenne que les plus faibles, les moins bien dotés d'entre nous, socialement parlant, j'entends, n'ont quasiment aucune chance d'intégrer. C'est leur constat, Emmanuel, celui d'une jeunesse coupée en deux par le système éducatif et le monde du travail. Deux lames impitoyables dans une nation censée promettre à tous les mêmes chances. Alors d'accord, ça c'est pour le constat, mais est-ce que ce livre apporte des réponses, des solutions? Alors, c'est documenté, précis et surtout chiffré. Avec mesure, sans volonté polémique, mais également sans ménagement, ce petit livre nous rappelle ainsi certaines réalités douloureuses. L'abandon d'une partie de notre jeunesse inexorablement dirigée vers une trappe de pauvreté, je cite. Les transferts sociaux, bien qu'importants, bénéficient surtout aux familles ou encore aux seniors. Les 18-25 ans sont les oubliés du système, le trou dans la raquette. La plupart des dispositifs d'assistance ne concernant que ceux qui ont déjà un emploi. Premier constat. Le poids de la famille dans la réussite sociale et même professionnelle. Je ne vous l'apprends pas, mais c'est quand même intéressant de lire dans ce livre. L'école en France s'attache surtout à promouvoir l'élite et se désintéresse du plus grand nombre, ce qui est l'inverse de sa fonction. Le creusement des inégalités s'accroît, l'enquête PISA le confirme cruellement chaque année. Inégalité nourrie par la faillite de l'orientation essentiellement négative, je cite toujours le livre, c'est pas moi qui le dis, la frilosité des méthodes éducatives, peu de travail en groupe, peu de place à l'autonomie, à la responsabilité et la fameuse obsession du classement, la prépondérance du diplôme en France. Alors, ce qui a peut-être le plus changé par rapport à la publication initiale du livre, c'est quand même que sur le marché du travail, les choses ont changé. Alors, je ne sais pas, j'espère, mais il n'en reste pas moins que ce marché du travail, il favorise quand même la précarité des jeunes, parce qu'elle est en effet fondée, cette structuration du marché du travail, sur le clivage entre CDI et CDD.
En général, quand vous entrez dans une entreprise, vous ne commencez pas en CDI en sortant de l'école. Hein. Vous enchaînez les CDD en début de carrière. C'est une précarité que les dispositifs d'aide, en plus, les emplois jeunes, les contrats de formation, ne réussissent pas à corriger. Enfin, autant de constats dont les auteurs s'alarment dans ce bouquin. Il y a des moyens de faire de cette société une société également de la seconde chance, selon eux, sans laxisme, sauf à laisser le pacte républicain se déliter, ce qui risque d'aboutir à une déflagration. Fin de citation. Et ben, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Merci Alexandra Paget, notre bibliothécaire. On retrouve notre globe-trotteur Benaouda Abdelhaim. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Benaouda Abdelhaim, bonjour Benaouda. Bonjour Emmanuel. Alors Benaouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par la Chine avec la dernière carte démographique du pays. Oui, il y a beaucoup de considérations ces derniers temps générales sur le déclin démographique de la Chine, plus ou moins documenté. Et là, dans ce texte relayé par la lettre spécialisée chinoise Ginger River, les auteurs établissent une cartographie régionale, province par province, à partir des données publiées par le Bureau national des statistiques du début d'année. Principaux points relevés dans l'analyse de Cao Yue et ses collègues sur les 31 régions administratives du pays, hors Hong Kong et Macao. 13 voient à présent leur population diminuer, dont les 3 premières. Et des passages de relais sont en train de s'effectuer dans les dynamiques démographiques. À l'est, la province côtière du Zhejiang connaît la plus importante augmentation du nombre de résidents, alors que celle du Guangdong, pôle industriel historique du sud, qui a longtemps enregistré la plus forte croissance. Cette province est en train de subir à présent une contraction démographique. Ah ouais. Alors l'impact de la crise pandémique a été supérieur dans Guangdong, alors qu'il y a eu un renforcement de l'attractivité, nous disent-ils, de l'économie plus au nord, dans le Zhejiang, autour du delta du fleuve Yangtze. Pourquoi ? Parce qu'il y a un puissant pôle d'activité qui a émergé dans tout ce qui a trait au numérique. Secteur plus attractif pour les jeunes générations. Autre effet géographique induit par l'immense essor d'une industrie, celle du véhicule électrique, voitures et batteries. C'est le cas du Hunan, dans le centre du pays, qui avec ce secteur attire de plus en plus de ceux qu'on appelle en Chine les migrants intérieurs. Les auteurs écrivent que la population suit souvent la migration de l'industrie. Un autre facteur analysé, c'est le rétrécissement de l'écart des salaires entre la main-d'œuvre des provinces intérieures et celle des provinces côtières, ce qui contribue à modifier là aussi les flux démographiques vers certaines capitales régionales du centre et de l'ouest du pays. Une cartographie donc des richesses qui se modifie et un impact potentiel aussi que décrivent les auteurs, c'est que le taux de fécondité s'avère clairement plus élevé maintenant à l'ouest qu'à l'est, à l'intérieur, plutôt que sur les zones côtières. Et là, c'est plutôt l'économie qui fait la démographie. Exactement. Que le contraire. L'industrie qui bouge la population. Passionnant, très intéressant, Benaouda, le rôle de la communauté latino dans l'économie américaine. On le suppose important, mais encore. Alors, la production économique de cette communauté latino-américaine a été calculée par 2 professeurs de l'Université d'État d'Arizona, partenaires avec une banque, la Wells Fargo. Et selon eux, selon leurs calculs, la communauté latino-américaine aux États-Unis a produit 3200 milliards de dollars. Alors, 3200 milliards de dollars, nous disent-ils, ça se rapproche de la production de l'Allemagne dans son ensemble. C'est ce parallèle ou disons cette analogie que met en avant ce rapport de l'organisation Latino Data Collaborative. Les chefs de file de cette communauté, bien entendu, dans leurs diverses tendances politiques, c'est-à-dire démocrates ou républicains, ne manqueront pas de faire valoir ce poids croissant dans la dynamique économique américaine. C'est le 6e travail de recherche annuel effectué sur le sujet et cette communauté a maintenant des arguments politiques massifs dans leur sens. Entre 2011 et 2021, 10 ans, cette économie par les hispaniques, comme on dit là-bas, telle qu'elle est définie et calculée en fonction des critères existants de recensement, aurait connu la progression moyenne parmi les plus élevées au monde. C'est-à-dire que cette communauté peut être comparée dans sa dynamique économique à la communauté indienne en Inde ou la communauté chinoise en Chine. Et lorsque les auteurs procèdent non plus à des comparaisons extérieures mais intérieures, là
on sort de la théorie, des parallèles, disons, construits intellectuellement. Les revenus des Latinos ont augmenté de 4,7% en taux annuel sur ces 10 ans, hausse pratiquement 3 points au-dessus de celle des Américains, des autres communautés prises dans leur ensemble. Leurs achats de biens et services, là aussi, 2 points supérieurs également. Donc, une clientèle très intéressante. Il y a l'explication de la démographie, plus dynamique, mais il y a aussi leur taux d'activité, leur insertion dans la population active qui monte en même temps que monte leur productivité. Denis Hoffman et José Jurado l'attribuent notamment au progrès en matière de formation. Ils nous disent que sur 10 ans, dans cette communauté, le nombre de titulaires d'une licence universitaire a progressé de 6,8% par an, mais leur proportion de diplômés du supérieur reste inférieure à la moyenne nationale, ce qui atteste du chemin qui reste encore à parcourir. Et dans ce document tourné vers, il faut le dire, une exploitation très favorable des données statistiques et du recensement, il faut quand même relever qu'il est plutôt mis de côté un facteur lourd qui pourrait affecter ce tableau. C'est le taux de pauvreté qui est plus élevé et qui persiste à être plus élevé. Alors ça atteste du chemin qui reste à parcourir, mais ça atteste aussi du chemin parcouru, finalement. Et vous nous décrivez, pour terminer, Benaouda, les bénéfices de la coopération pour la Pologne et la Corée du Sud de leurs industries de défense. Oui, alors lors d'un entretien de presse, le mois dernier, le chef de l'État polonais a mis en exergue particulièrement la modernisation militaire de son pays, très importante à l'échelle européenne, au travers des récentes acquisitions de matériel d'armement auprès des Sud-Coréens. L'analyse que vient de publier dans ce sens l'Institut de la Nouvelle Europe, qui est un centre de recherche polonais à Varsovie, porte sur les contrats et l'analyse de ces contrats pour les deux pays. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, une étroite coopération a été initiée, profitant à la Pologne comme à la Corée du Sud, selon Jakub Witczak. À la mi-2022, donc juste après l'invasion, enfin peu après l'invasion, il y a d'abord eu l'achat d'un millier de véhicules blindés sud-coréens K2 et près de 700 obusiers K9, des versions polonisées, c'est le terme qu'emploie cet analyste. Puis en septembre 2022, il y a eu un accord qui a été conclu pour 48 avions de chasse légers destinés à remplacer les appareils de conception soviétiques qui sont destinés à l'armée ukrainienne. Le partenariat avec Korea Aerospace Industries devient alors structurant pour l'industrie polonaise. Il y a aussi celui entre le sud-coréen Hyundai Rotem et le polonais PGZ dans les blindés qui seront fabriqués en Pologne. Et l'opportunité est unique, selon cet auteur polonais, de voir son pays rejoindre un club d'élite, c'est sa formule, celui des principaux producteurs de chars de combat. Ils sont très très peu nombreux à l'échelle européenne. La base industrielle de défense polonaise prendra en tout cas une toute autre dimension. La Corée du Sud consent, on le voit, de très importants transferts de technologie, mais l'analyste explique que si ce fournisseur asiatique peut escompter devenir le 4e exportateur d'armement au monde d'ici à 2027, c'est vraiment parce que la Pologne, devenue son client numéro 1, aura largement contribué à cet essor. Et par là même, d'après l'auteur, Séoul renforce son statut d'acteur d'importance dans les relations et la sécurité internationale. Pour ainsi dire, dans ce raisonnement, les remerciements de Séoul seraient à adresser à Varsovie, qui devient le 7e budget militaire de l'Alliance Atlantique de l'OTAN. Passionnant. Merci beaucoup, Benaouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui? Alors j'ai choisi le dernier livre de François Langlais, notre ami François Langlais, qui s'appelle « Combien de temps ça va durer ?» En fait, c'est une compilation plutôt à florilège, parce qu'elles ne sont pas toutes là, de ses chroniques sur RTL depuis 7-8 ans. Et donc, elles sont rassemblées par thème. Ce qui est toujours intéressant dans ce genre de littérature, c'est de voir comment ça vieillit. Alors, comme c'est un florilège, il s'est débrouillé quand même pour retenir celles qui ont le mieux vieilli. Et on retrouve François Langlais, c'est-à-dire il est très critique sur le Brexit, il s'interroge sur l'avenir de l'euro, il se pose des questions sur le déficit et sur la dette. Et donc ça permet à la fois de se remémorer l'actualité, et puis c'est écrit et de façon agréable. C'est souvent bien écrit. Oui, exactement. Non, il a une vraie plume au sens qu'il a. Et voilà, c'est une de ses forces en tant qu'économiste, c'est qu'il écrit bien. Après, l'exercice de la publication de chroniques est compliqué parce que il n'y en a pas tant que ça qui tiennent la route, mais en même temps, c'est le livre le plus facile à faire. Hein. Oui, absolument.
Absolument. Il faut faire un choix, quand C'est même. vrai. Il faut faire un tri. Il faut faire un choix. Christian, votre dernier choix? Moi, rien à voir avec François Langlais. C'est un livre académique, pratiquement 1000 pages au seuil. Colonisation au pluriel, ça s'appelle. Ça revient sur les colonisations françaises avec une approche assez originale, puisque vous savez qu'on relit toujours l'histoire à partir de notre époque. Et donc, le livre commence par les traces actuelles de la colonisation, puis les indépendances, puis la colonisation, puis la première colonisation fin 17e, début 18e, et même toute une partie, ce qui est assez rare, sur l'Afrique médiévale, sur les territoires avant que les Blancs arrivent et colonisent. C'est plein de petits chapitres, ça parle d'économie, de culture, de politique, c'est vraiment complètement, c'est très intellectuel, c'est assez passionnant, on picore à droite à gauche, mais au fond, quand on a fini le livre, dirigé par Pierre Singavarello, qui est un économiste historien assez connu, eh ben, c'est une somme absolument magnifique qu'on garde à côté de soi sur la colonisation, sur les colonisations françaises. Ça méritait peut-être une discussion entre vous. Non, c'est assez, on picore plein de petits chapitres, c'est assez difficile d'en rendre compte et d'en débattre. Donc, mais je veux quand même le signaler, parce que c'est un énorme travail. Un des musts de cette rentrée. Avec plusieurs dizaines d'auteurs et d'autrices. On y va. Écoutez, moi je vais vous parler, alors pareil, dans un style très différent. Le droit du travail, droit vivant. 2024, c'est la 32e édition de ce droit du travail. Pourquoi j'ai choisi de vous en parler? Parce que d'abord, Jean-Emmanuel Ray, l'auteur, qui est un des plus grands spécialistes du droit du travail, méritait un hommage appuyé. Et puis deux, pour montrer que finalement, oui, ça a un intérêt tous les ans d'actualiser ce droit du travail, parce qu'il se passe énormément de choses, à la fois en termes de nouvelles lois, et Dieu sait si les dernières années ont été riches, à la fois en termes de jurisprudence aussi. Donc oui, comme le dit la couverture du livre, le droit du travail est un droit vivant. Jean-Emmanuel Ray, donc droit du travail, droit vivant, c'est aux éditions Liaison Sociale. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.